Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Éducation a été réalisée le 23 janvier 2020. Ex de cours. La première fois que j'ai entendu la signification du mot éducation, c'était au lycée, en cours de latin. Lorsque notre professeure Elisabeth, que nous apprécions beaucoup, nous a expliqué la signification de ce mot, si mal utilisé dans notre société. Cela a complètement changé ma vision de celui-ci. Ex vers l'extérieur et doucere, porter quelque chose. L'éducation est l'action de porter vers l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Le contraire de ce qu'on nous vend comme idée. En réalité, lorsque les gens parlent d'éducation, ils décrivent toujours l'enseignement, qui est le concept de montrer quelque chose, de montrer ou de pointer ce qui est à l'extérieur, de montrer ce qui est considéré comme réel ou vrai. As-tu pu vivre les deux? Heureusement, oui. J'ai eu des professeurs qui enseignaient et des professeurs qui éduquaient. Et j'ai pu expérimenter les deux. Ceux qui enseignaient nous donnaient toutes les réponses. Et si nous nous trompions, ils se fâchaient ou nous faisaient remarquer que nous ne nous prêtions pas attention. Ceux qui éduquaient posaient une question et nous cherchions tous ensemble la réponse. Et leur note était de nouvelles questions. Ils ne confirmaient la réponse que lorsque l'un d'entre nous, dans la classe, l'avait donnée. Et à partir de là, ils développaient le sujet par des discours ou des activités expérimentales. Depuis mon enfance, j'ai toujours pensé que ma vocation serait la médecine vétérinaire, car j'ai toujours cherché à soigner les animaux, à les comprendre. Cependant, lorsque des adultes ou d'autres enfants apparaissent, ce que j'aimais le plus était de leur parler des animaux. Je me souviens que j'organisais des journées de type émission de télévision ou des cours où je posais une série de questions et proposais des jeux pour que mes voisins apprennent à connaître chaque animal. Mais je faisais la même chose avec d'autres choses, comme l'écriture ou l'écoute de musique. Jouer à la maîtresse. Oui, j'ai découvert très jeune que c'était ma vocation. Je me souviens que mes guides m'ont dit « Là où tu verras le mot éducation, tu trouveras ta voie ». Et c'est pourquoi j'ai toujours suivi ce mot. Cependant, je détestais l'école. Je me souviens à quel point cela m'ennuyait d'aller à la maternelle. Mais je pense que ce qui me dérangeait le plus, c'était les gens. Cela m'est toujours arrivé dans le cadre de l'éducation. Je pense que les enseignants se concentraient beaucoup sur le contenu et ne voyaient pas que ce qui nous coûte le plus, c'est de nous adapter et de cohabiter. C'est pourquoi nous avons tant de problèmes à l'adolescence et à l'âge adulte. Car nous avons perdu le temps d'apprendre à interagir harmonieusement en apprenant des informations inutiles. Tout au long de l'école primaire, j'ai aimé apprendre. J'adorais faire mes devoirs, tenir mes classeurs à jour, faire tout ce que le professeur demandait. Quant à 12 ans, j'ai commencé à me souvenir de mon passé. Beaucoup de choses qui m'étaient auparavant faciles, comme les mathématiques, ne l'étaient plus et me semblaient impossibles. Je confondais les réalités et j'ai cessé d'être le meilleur élève. En même temps, les professeurs sont devenus plus intenses et plus exigeants. Je fréquentais une école agrotechnique, ce qui signifie que nous n'avions pas seulement des matières normales des écoles publiques, mais aussi des matières agricoles. Apprendre à semer, à récolter, à cultiver, à abattre, à élever des poulets, à cuisiner, au total de 35 matières réparties sur des trimestres en commission. De 7h30 à 17h30, nous étudions à l'école, et en hiver, nous ne rentrions à la maison que le soir. Je détestais ça, même si c'était une bonne école avec un bon enseignement, et que certains nous éduquaient parfois. Beaucoup pensaient qu'éduquer signifiait avoir une bonne éducation, c'est-à-dire bien se comporter, savoir dire bonjour, bien manger, être respectueux envers les aînés, même s'ils se trompent, ne pas dire de gros mots, s'asseoir correctement, mâcher la bouche fermée. Cela crée l'idée que l'éducation était synonyme d'endoctrinement en matière de bonne manière.
comme si on dressait des chiens à s'asseoir. Eh bien, ce n'est pas loin de la réalité. Quand j'ai déménagé en Espagne, le système était très différent. Nous n'avions que 9 matières. Cela semblait très facile, mais c'est justement ce qui m'a amené à minimiser l'importance. Certains professeurs avaient l'âme d'éducateurs, mais le système nous obligeait tout de même à être évalués comme des produits. Je me souviens qu'en Argentine, comme en Espagne, même si c'était plus flagrant en Espagne, on nous divisait en 3 groupes, les intelligents, les normaux et les idiots. Les stupides? Eh bien, je veux dire ceux qui avaient les moins bons résultats et qui posaient le plus de problèmes. Certaines classes étaient communes, mais d'autres étaient divisées, afin que les plus lents ne ralentissent pas les plus intelligents. Mais avec le temps, j'ai vu que cela produisait l'effet inverse. Les intelligents n'apprenaient pas, mais luttaient pour appartenir à cette classe et vivaient un stress constant en se sentant supérieurs. Les plus lents voyaient leurs résultats se dégrader, car ils étaient traités comme des personnes qui n'apporteraient rien à la société. On ne leur demandait donc rien d'autre que de suivre un atelier les préparant à des métiers de base ou à des services. Et ceux qui se situaient entre les deux étaient traités comme de futurs travailleurs d'un système qu'il fallait nourrir à partir de la classe moyenne. La lutte des classes de Marx. Parfois, ça y ressemblait. Les 2 dernières années, il y avait un examen qui déterminait si tu étais apte à faire le baccalauréat ou s'il fallait mieux que tu suives une formation préparatoire à un métier spécifique, te formant ainsi des portes, évitant le baccalauréat des enfants gênants. Et puis l'université, avec son horrible examen de sélection, qui sélectionnait les personnes vers des professions en fonction de leurs notes et de leurs qualifications, et non de leur intérêt. Et à l'université, beaucoup abandonnent, sans possibilité de continuer en raison des coûts, des matières ou autres. En définitive, l'éducation n'éduque jamais, mais enseigne, sépare et encourage la concurrence. Et pourtant, tu l'as choisi. Quand il s'agit d'éveiller l'être divin en chacun, il n'y a pas d'autre moyen que l'éducation. L'éducation est la faculté humaine d'éveiller son propre potentiel pour affronter le monde. L'enseignement est l'accompagnement et le guidage de ceux qui possèdent l'expérience pour que tu découvres par toi-même ce dont tu es capable. Celui qui enseigne montre un chemin, il ne donne pas la réponse. Du moins, il ne devrait pas. Et l'éducation semble être quelque chose que l'on ne peut pas faire soi-même, et non par quelqu'un d'autre. Les deux s'intègrent. L'éducation vient de soi-même et l'enseignement accompagne ce processus. Comme nous l'avons vu dans l'apprentissage, on appréhende ou on apprend ce qui est extérieur et on l'intègre comme sien en le rendant au monde transformé d'une manière unique et personnelle. Ce qu'on appelle l'éducation. Les éducateurs étaient des compagnons de route, des guides et des maîtres qui cherchaient à montrer aux apprentis différentes façons de trouver la réponse en eux-mêmes. L'éducation naît de l'imitation lorsque les animaux montrent à leurs petits comment faire les choses par eux-mêmes. Vous pouvez penser que montrer quelque chose est un enseignement, pas une éducation. Et oui, c'est vrai. Cependant, personne ne résout le problème du petit. Il doit le faire par lui-même. C'est ainsi que les animaux améliorent leurs capacités. L'éducation traverse le règne animal car ses compétences s'adaptent par l'apprentissage, par le développement de ses propres capacités. Dans l'enseignement, il trouve des outils. Dans l'éducation, il trouve l'évolution. Dans ce développement, l'humain, en tant qu'animal, a amélioré ses compétences grâce à la communication. La parole a commencé à transmettre des connaissances de manière plus détaillée et spécifique. Les mères et les pères enseignent à leurs enfants. Le troupeau et la famille transmettent des connaissances en les partageant. Et apparaissent les guides, les chamans, les leaders, dont nous avons déjà parlé, comme source d'inspiration pour plusieurs. Les chamans deviennent des prêtres, qui transmettent aux apprentis la connaissance universelle à travers le concept des chemins. Dans différentes religions de la planète, les cultures ont conçu leurs propres chemins initiatiques, qui ont développé les religions et les cultures ancestrales. Les chemins se sont divisés entre ceux qui labouraient la terre, ceux qui cherchaient à comprendre le ciel et ceux qui étaient au service du groupe, pour la défense et la chasse. Les 3 initiations ont ordonné les groupes, comme vos commissions à l'école. Cela a toujours été fait.
Parce que l'humain ne recherche pas la connaissance, il recherche la praticité. La praxis, c'est passer à l'action et en tenant compte du fait qu'un humain a 3 besoins fondamentaux: manger, se reproduire et dormir. Vous comprendrez que l'intention première est de les satisfaire. Le reste est secondaire. Les écoles sacerdotales étaient choisies par quelques-uns car elles apportaient la richesse, mais elles n'étaient pas pratiques. Les 2 autres étaient fondamentales. Et pourquoi alors le pouvoir religieux a-t-il toujours été au-dessus de tout, contrôlant l'éducation? À cause de la hiérarchie. Rappelez-vous que depuis que l'humain a compris que la vie provient des aspects invisibles de l'univers, l'existence matérielle n'obtient son pouvoir que grâce au sacré spirituel. C'est pourquoi il comprenait le ciel et ce qui allait arriver, et conseillait les guerriers et les agriculteurs. Les dirigeants consultaient donc toujours ceux qui comprenaient les cieux. Et on a commencé à considérer que le pouvoir d'un dirigeant ne provenait que du pouvoir de Dieu, du cosmos, du pouvoir divin. Géros signifie sacré, comme le hiéroglyphe, écriture sacrée. Ainsi, le pouvoir du sacré est la hiérarchie. Les seuls capables d'accorder la divinité, d'élire le roi ou la reine, étaient les prêtres, et sans eux, la personne ne serait jamais lue aux yeux de Dieu. C'est pourquoi les chemins initiatiques de l'esprit étaient intouchables, et la coutume, la culture, la tradition ont été créées, selon lesquelles tout agent social doit avoir l'acceptation du divin pour pouvoir exercer sa praxis. Je comprends. Et pour s'assurer que cela soit ainsi, les prêtres, les conseillers se sont consacrés à l'éducation. Et dans leur quête du pouvoir, ils ont modelé l'éducation pour la transformer en un enseignement spirituel et religieux uniquement. Jusqu'à ce que, à nouveau, dans les îles grecques de la mer Égée, certains décident de sortir de ce système et au lieu d'être religieux, deviennent d'excellents questionnaires, cherchant des réponses à travers le doute éternel. Des philosophes. Les amoureux de la sagesse. Ils ont abandonné les traditions religieuses pour se consacrer à la remise en question des choses. En Grèce, l'enseignement a cessé d'être religieux et est passé entre les mains des philosophes et des militaires. Ces derniers étaient liés par leur métier. Leur devoir, ils étaient choisis pour défendre et servir les autres. Et leur enseignement se déroulait dans le cadre du concept de collège, de ensemble, et légos, élection. Mais les premiers partageaient leurs connaissances dans des espaces ouverts et publics appelés agora ou aula, des cours où les gens se rendaient pendant leur temps libre pour écouter les philosophes, pour répondre à leurs questions existentielles après avoir accompli leurs tâches politiques, civiques. Ce moment de loisir et de détente était appelé scolé, loisir, récréation. L'école est-elle synonyme de loisirs et de divertissement? Contrairement à aujourd'hui, mais c'est logique. À l'époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, pas de Netflix, pas d'Internet ni de café. Et le point de rencontre était de s'asseoir dans une cour pour parler de la vie. L'école apparaît comme un moment de détente à partager. Après l'acceptation de la religion chrétienne par l'empereur Constantin dans l'Empire romain, dont le siège se trouvait dans l'actuel Istanbul, l'école n'était plus bien vue car elle était le berceau des libres penseurs non religieux. Elle fut donc interdite et les écoles furent intégrées à l'Église. L'enseignement est entre les mains de la religion, en latin. Ce n'est qu'à la Renaissance, au XVIe siècle, que les idées de la Grèce et de la Rome antique ont commencé à être introduites et avec elles la libre pensée de la philosophie et des écoles. Cela a donné naissance à la pensée scientifique cartésienne, à l'expérimentation, à la recherche d'informations par le doute et non plus par la foi. Depuis le colonialisme, l'Église a imposé sa vision collégiale à l'échelle planétaire, embellissant l'éducation d'un concept militarisé et ecclésiastique entre les mains du pape, des jésuites et des franciscains. Mais à partir des révolutions industrielles et sociales du XVIIIe siècle, les libres penseurs laïcs ont vu l'opportunité de créer des républiques où les gens pourraient réapprendre à douter.
en reprenant l'éducation, en recréant des écoles, mais embellies du système collégial traditionnel. Et avec la révolution industrielle et la vision capitaliste qui a émergé en Europe, au lieu de créer des agoras de personnes libres, on a créé des usines de personnes qui se font concurrence, évaluant leurs connaissances en chiffres et en lettres de qualité de produits. C'est ainsi que l'école et l'éducation actuelle ont fini par être conçues, dans lesquelles vous avez l'impression de rivaliser pour une évaluation, où vous ne recherchez plus les loisirs et l'éducation, mais où vous êtes contraint d'enseigner des concepts imposés par un système. Rappelez-vous que dans leur quête pour y libérer les gens de l'école religieuse, les pères des Lumières ont créé l'encyclopédie et l'éducation laïque obligatoire afin d'éliminer l'ignorance et de construire un peuple libre d'esprit. Mais la clé de l'éducation est le doute. On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre la réponse à une question dont il ne connaît pas encore la question. Que pouvons-nous faire pour que l'éducation soit différente? Tout d'abord, il faut se rappeler que nous sommes au XXIe siècle et non au XVIIIe. L'éducation avec la politique et la religion sont les seuls systèmes qui n'ont pas changé au niveau mondial. Et cela s'explique par le fait que les trois ne font qu'un. La religion donne du pouvoir à la croyance politique et la politique contrôle les peuples par l'éducation. Un peuple libre n'a plus de représentants politiques et n'a plus de religion pour se connecter à l'esprit. Personne dans le système ne voudra transformer l'éducation. C'est pourquoi il y a deux voies. Lesquels? Par le haut ou par le bas. Par le bas, cela implique une révolution éducative dans laquelle les populations exigent un changement spécifique de l'ensemble du système, mais elles ne savent pas quel est ce changement. Tout le monde exige une meilleure éducation, mais ne sait pas à quoi cela fait référence. On pense à des meilleures évaluations, des meilleurs contenus, une meilleure préparation ou un meilleur accès à l'éducation, alors que ce n'est pas là le problème, mais plutôt le fait que l'on n'éduque pas dans le doute libérateur, car on enseigne dans la réponse préconçue. Une révolution éducative consiste à repenser le type d'humanité que nous voulons créer et non le type de citoyen que nous voulons produire. Et au-dessus, c'est un changement politique qui transforme l'idéologie du pouvoir représentatif pour redonner au peuple le pouvoir de prendre des décisions directes grâce à des conseils appropriés. C'est un grand sujet à traiter qui donnerait lieu à beaucoup de choses. Et nous le ferons en temps voulu, car l'éducation est la voix d'un peuple, et aujourd'hui le mot est déformé. À l'ère des réseaux, l'éducation doit être en réseau. Il est fondamental de repenser tout ce que vous connaissez comme éducation, car vous avez quitté l'Holocène. Vous n'êtes plus l'humanité que vous étiez depuis 12 000 ans. C'est une nouvelle ère qui donnera un nouveau mot. L'éducation du nouvel enfant sera différente, car les nouveaux enfants sauront de leur naissance. Ils se souviendront. Et pour qu'ils se souviennent, ils doivent apprendre en réseau. Le doute est le plus grand cadeau pour l'éducation de l'être. Si vous êtes un humain de certitude, vous n'évoluerez jamais. Quelle est la première question dont je dois douter pour éveiller toute la nouvelle éducation? Je suis